Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. L'année que nous venons de traverser a été marquée par des querelles à répétition portant sur la liberté d'expression. Mots interdits, livres interdits, titres de livres interdits, débats interdits, les interdits se multiplient. L'espace public tend à se rétrécir et la police des mots devient inévitablement une police de la pensée. Comment s'extraire de ce bourbier? Pour en parler, je reçois Patrick Moreau, qui est rédacteur en chef de la revue Argument et qui a multiplié les textes et interventions autour de ces questions ces derniers mois. Patrick Moreau, bonjour. Bonjour, monsieur Bock-Côté. Alors, petit retour sur l'année que nous avons traversée. Nous en commençons une nouvelle, mais nous savons bien que ces querelles se poursuivront. Quel bilan feriez-vous des querelles qui ont traversé l'année 2020? Je dirais de la querelle nègre-blanc d'Amérique jusqu'à la querelle de l'Université d'Ottawa, en passant par la censure de la petite vie, et on pourrait donner d'autres exemples. Quel premier bilan faites-vous des derniers mois et de cette querelle nouvelle autour de la liberté d'expression? Bien, en tout cas, on en voit une certaine accélération, je dirais. Personnellement, ce qui m'avait frappé ces dernières années, enfin, ce qui a déclenché un peu ma réflexion sur la censure, c'était l'affaire Slave. Mais depuis, on voit se multiplier les incidents. Donc, vous en avez résumé quelques-uns. Disons, en 2 mois, on en a eu 4, 5, 6. Il y a vraiment une multiplication et une accélération. Et je dirais petit à petit, l'habitude qui s'installe je dirais pas de considérer la censure comme quelque chose de normal, parce que la plupart des gens demeurent choqués, je crois, par ces suppression de discours, de titres de livres, d'émissions, etc. Mais une certaine normalisation, c'est-à-dire que plus ça va, je crois, moins ça va nous choquer, parce que la répétition crée un effet de normalité d'une certaine manière. Alors c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter et que petit à petit ça va devenir quelque chose de quasi habituel. Alors on importe, on le sait, cette culture de la suppression des États-Unis, et je crois que ça va se répandre de plus en plus, malheureusement. Alors, vous avez raison de dire que ça nous vient des États-Unis, des campus fous des États-Unis, pourrait-on dire. Tout à fait. Le modèle Evergreen tend à se diffuser, bien que ça ne soit pas le seul. Si on cherchait à comprendre les origines de cette passion nouvelle pour la censure, dans des sociétés qui se croyaient vouées au libéralisme, à la discussion de tous les dogmes, quels qu'ils soient, politiques, religieux, idéologiques, comment expliquer ce retour de la censure? Peut-être, j'aime pas abuser des mots gauche et droite, mais ce retour par la gauche de la censure aujourd'hui, comment l'expliquer? Et j'ajoute une question à cela. Comment comprendre les nouveaux censeurs? Si on se met dans leur tête, comment comprendre leur raisonnement? Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant dans ce phénomène, parce que traditionnellement, disons, la censure est du côté de la sauvegarde des mœurs, de l'État, de la patrie, etc. On censurait des propos antinationaux, des propos immoraux, des propos antireligieux. Traditionnellement, autrement dit, la censure était conservatrice. Or, depuis 20 ans, et un peu plus même si on pense aux États-Unis, on voit effectivement une censure qui se situe, a priori, en tout cas dans le champ opposé, donc de gauche, ce qui est un peu étrange, puisque ce n'était pas, disons, ce à quoi on était habitué. Alors on a, quand on est comme moi, quelqu'un qui reste attaché aux idéaux des Lumières, on a l'impression un peu de vivre un tête à queue, c'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté académique deviendrait une valeur conservatrice, ce qui est quand même assez étonnant, et la censure deviendrait par le fait même une valeur progressiste. Alors bref, tête à queue de l'histoire un peu étrange. Maintenant, d'où elle vient cette censure? Et c'est là que je crois qu'on voit apparaître une nouveauté. Elle vient dans le fond d'une forme d'individualisme, c'est-à-dire que on ne censure plus au nom de bonnes mœurs qui devraient s'imposer à tous,
comme on le faisait autrefois, par exemple, autour des valeurs religieuses, mais on va censurer au nom d'un individu, alors généralement d'un individu réuni dans un groupe, autrement dit d'individus au pluriel, qui s'estiment choqués par tel ou tel propos, blessés. On parle même de violence aujourd'hui on l'a vu récemment avec le mot nègre. Autrement dit, un discours, un mot, une idée, l'apparition d'une personnalité, voire du titre d'un livre dans une liste de premiers ministres, vous voyez ce que je veux dire, suffit à choquer, à blesser quelqu'un. Et à ce moment-là, donc, on réclame des interdits. Mais évidemment, c'est une logique un peu folle, parce que si, je veux dire, tout le monde va un jour ou un autre être choqué par le propos tenu par un tiers, si on demande d'interdire tous ces propos, disons qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, vous nous dites, on censurait autrefois pour des raisons religieuses, on censure aujourd'hui pour des raisons qui relèvent de la sensibilité de l'individu, mais est-ce qu'on pourrait soutenir, à tout le moins c'est une hypothèse que je vous soumets, qu'on assiste plutôt, ou à tout le moins aussi, à un simple transfert de sacré. C'est-à-dire qu'on continue de censurer au nom des bonnes mœurs. C'est tout simplement que les bonnes mœurs ont changé. Les bonnes mœurs aujourd'hui, ça consiste à s'incliner devant la théorie du racisme systémique. Ça consiste à ne pas mégenrer quelqu'un selon la théorie du genre. Cela consiste à ne pas dire que les femmes ont des menstruations, les hommes n'en ont pas. Cela consiste... Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une forme de transfert de religieux, de transfert de sacré qui s'opère et qu'aujourd'hui, simplement, cette force religieuse n'est plus celle d'une droite dite conservatrice attachée au monde d'hier, mais qu'un nouveau sacré s'installe dans nos sociétés et qu'il est porté par ces nouvelles autorités spirituelles que sont les mouvements prétendant parler au nom des minorités? Oui, en quelque sorte. Alors, je reviens sur mon idée d'individu choqué. C'est peut-être ça qui est devenu sacré, c'est-à-dire qu'on a l'impression que s'instaure petit à petit une nouvelle morale qui a un fond religieux, effectivement, qui serait un peu le diktat du respect de l'autre, particulièrement si cet autre est minoritaire. Alors, on part du principe, évidemment, que toute minorité est persécuté, ce qui resterait quand même à voir dans une société libérale. Je crois pas que ça soit la norme, mais c'est ce qu'on essaie d'inculquer à l'opinion publique. Toute minorité étant persécutée, il faut la protéger. Elle est un peu, oui, effectivement, le pauvre du christianisme d'antan. Et à ce moment-là, comment la protéger? Bien, en faisant preuve de respect à son égard. Autrement dit, tout terme qui semble pouvoir blesser quelqu'un, particulièrement quelqu'un qui appartient à une minorité. Alors, par exemple, la question des transgenres, le fait de penser qu'une femme se définit, ou un homme d'ailleurs, se définit avant tout par des organes sexuels, ce serait blessant, ce serait une attaque contre les transgenres. Et donc, il faudrait interdire ce genre de propos, le bannir le plus possible, etc. Alors, un aspect religieux, oui, je crois qu'on voit dans ces vagues moralisatrices, en particulier sur les réseaux sociaux, oui, il y a quelque chose d'un enthousiasme religieux parce que on dirait qu'on ne réfléchit plus vraiment en termes de logique, de rationalité, de non-contradiction, etc., mais qu'on est emporté par une sorte de croyance en la bonté de la cause d'une certaine manière, celle-ci ne demandant même plus à être prouvée, à être appuyée par des arguments. À la limite, on refuse même toute discussion puisque ne pas croire, on l'a vu justement pour le racisme systémique, ne pas croire, simplement émettre des doutes, c'est déjà quasiment un crime. Ou du moins, ça vous classe dans le mauvais camp. Alors, je vous relance justement sur cette question. Vous parlez d'une conception particulière du langage. Dans un de vos textes, vous parliez même d'une conception presque sacrée, avec des mots tabous. Il y a quelque chose d'un peu étonnant, on l'a vu autour de la querelle nègre-blanc d'Amérique, qui a pris beaucoup de place à l'automne 2020, c'est que le simple fait de prononcer ce titre était vu comme une violence. Comme si le mot lui-même était décontextualisé, qu'il y avait désormais des mots avec une charge sacrée. Le simple fait de les dire, quel que soit le contexte, suffisait presque à évoquer libérer des forces, des colères, un désir de vengeance ou de réparation, disent certains. Quelle conception du langage se dévoile à travers cette idée qu'il y aurait désormais des mots sacrés qu'on ne saurait prononcer sans provoquer la colère des nouveaux dieux?
Alors j'avoue d'abord mon étonnement effectivement par rapport à cette ultime crise, parce que oui, on revenait à l'idée que un mot en lui-même avait une valeur fondamentale qui méritait un interdit absolu, quel que soit le contexte dans lequel il était prononcé. Autrement dit, on s'entend que le mot nègre peut être prononcé on peut en faire une Évidemment, insulte, et une insulte, il n'y a aucun évidemment. doute là-dessus. Et tout le monde est d'accord là-dessus, et qu'à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose d'odieux, etc. Mais il est clair que le titre du livre de Vallière, il est clair que Montesquieu, dans ce pamphlet où il dénonce l'esclavage, etc., et évidemment, Madame Lieutenant Duval, dans son cours, ne l'utilisait absolument pas comme insulte. Alors donc, il faudrait que les mots vaillent en eux-mêmes, qu'ils soient en quelque sorte quelque chose d'absolument positif, d'absolument parlant, je dirais, sans aucune, j'ai envie de dire sans aucune négativité qui renverrait à leur sens ou à leur référent. Je m'excuse pour le discours un peu linguistique, mais ce que je veux dire, c'est que un mot normalement vaut par ce qu'il signifie à l'intérieur d'un discours et par la réalité à laquelle il renvoie. Or ici, on gomme tout cet aspect-là pour ne retenir que le mot prononcé comme s'il était absolument une insulte, absolument odieux, etc. Et j'ajouterais que on colle tellement à ce mot et qui aurait une pleine positivité que on ne se pose même pas la question de ce que ça implique de l'interdire. Moi, je rêvais, en fait, pratiquement qu'on oppose aux gens qui réclamaient l'interdiction de ce mot-là, qu'on leur oppose une liste exhaustive de tous les titres, de tous les textes dans lesquels le mot apparaît, la plupart n'étant pas, on s'entend, des textes qui seraient entachés de racisme ou d'intolérance ou de quoi que ce soit, y compris donc des textes d'auteurs africains, la négritude, etc., qui sont bien connus. Autrement dit, on focalise simplement sur 2 syllabes aux dépens de tout ce qu'il y a autour, avec une espèce de bonne conscience qui a quelque chose d'un peu hallucinant. J'avoue que c'est, en tant que professeur de littérature, c'est ce qui me choquait le plus, parce que ça implique qu'on censure Montesquieu, qu'on censure Voltaire, qu'on censure, tenez, même le poète russe Pouchkine, qui était très fier d'avoir un arrière-grand-père africain qu'on surnommait le nègre de Pierre le Grand. Alors il faudrait effacer tout ça de l'histoire. Pourquoi ? Pour répondre à la susceptibilité d'une poignée de militants. Je pense que le prix à payer serait terrible. Alors, vous avez évoqué le fait que vous êtes professeur de littérature. J'aimerais amener la question de la censure du point de vue des professeurs, parce que me semble-t-il, l'un des héritages de l'Université d'Ottawa, de la crise à l'Université d'Ottawa, et plus encore de ce que veut dire l'enseignement lorsqu'aujourd'hui tout le monde a un écran pour filmer, et même lorsqu'on enseigne par écran, par Teams ou je ne sais quelle modalité nouvelle. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité aujourd'hui que, puisque par ailleurs les termes potentiellement insultants se multiplient, les termes à tabouiser se multiplient, Madame Lieutenant Duval nous dit que le mot en « i » indien était peut-être à proscrire aujourd'hui, est-ce que le simple fait d'enseigner ne devient pas une activité sous surveillance idéologique permanente? Est-ce qu'il ne suffit pas qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes dans une classe s'indignent pour une raison ou pour une autre pour transformer le fait d'enseigner en activité sous surveillance idéologique qui peut engendrer controverse et qui peut rendre impossible finalement la tâche des professeurs? Oui, je crois je pense qu'après cette affaire-là, puis même avant d'ailleurs, parce que le climat était déjà là, je pense que tous les enseignants se sont posé la question. Vous savez, quand on enseigne la littérature, mais c'est la même chose évidemment en philosophie, on va souvent emprunter des discours qui ne sont pas les nôtres et pour les expliquer aux étudiants, ce qui nous amène à dire évidemment des tas de choses avec lesquelles on n'est pas nécessairement en accord. Et ce côté théâtral presque de l'enseignement, pour le théâtre des idées en tout cas, il est absolument essentiel à mon avis. On doit expliquer des discours, on doit expliquer des théories, même des théories choquantes, même des discours évidemment qui peuvent être offusquants, etc. On doit les expliquer parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la compréhension du monde. Alors effectivement, ça devient de plus en plus un exercice de funambulisme, si on peut dire. C'est-à-dire que on a
de plus en plus la crainte, je crois qu'elle est partagée, en tout cas personnellement j'y ai pensé, on a de plus en plus la crainte de se voir cité hors contexte. Parce qu'effectivement, nos étudiants sont équipés de téléphones, etc., de se voir citer hors contexte et que cela se retrouve sur les réseaux sociaux où on juge quelqu'un sur un extrait de quelques secondes d'un discours, extrait qui généralement ne veut rien dire en lui-même, bien entendu, ou pire encore, sur un mot. Alors c'est une crainte et j'avoue que s'ajoute à cette crainte-là celle que se multiplie du coup l'autocensure, ce qui serait évidemment très dommageable pour l'enseignement, qu'on se retrouve à ne plus traiter certains thèmes, à ne plus parler de certains textes, parce que on craindrait effectivement une réaction des étudiants. Alors sans compter que ça peut être évidemment dans un cadre d'enseignement un moyen de chantage assez efficace également. Alors oui, il y a une crainte, particulièrement je dirais celle de l'autocensure, et plusieurs d'ailleurs intervenants dans les journaux, en tout cas plusieurs professeurs, après l'affaire lieutenant Duval, l'ont dit publiquement, que elle-même, d'ailleurs, si je me souviens bien, disait qu'elle ne ferait plus lire tel ou tel livre qui contient le fameux mot ONI. Et je me souviens d'un professeur de cégep qui écrivait la même chose dans les pages du Devoir, si je me souviens bien. Donc oui, il y a là une vraie crainte et un vrai danger, et il faut, je crois, que les institutions scolaires, universitaires, les cégeps, etc., prennent très très fermement position sur cette question pour réaffirmer la liberté d'enseigner, y compris d'enseigner des idées qui peuvent paraître choquantes aux uns ou aux autres. Alors, vous avez évoqué, je pense que le terme le plus important qui s'impose depuis aujourd'hui, c'est l'autocensure. C'est-à-dire la censure étatique. Revient par ailleurs quelquefois au nom de la lutte contre les propos dits haineux. On voit dans certains pays jusqu'où peut s'étendre la définition de la haine. Les sujets dits sensibles aujourd'hui qui heurtent certains groupes peuvent être des propos qui contredisent la sensibilité de certains groupes peuvent être pensés comme des propos haineux. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi sous la pression des fameux réseaux sociaux, mais pas seulement, des groupes militants, c'est une pression qui pousse justement à l'autocensure. La question que j'aimerais vous poser à partir de cette lumière, c'est de quelle manière est-ce que la vie intellectuelle peut se mener sous le signe de cette autocensure qui étend son empire? C'est-à-dire, on parle d'autocensure dans les salles de classe, on en parle dans le milieu éditorial. En dernière instance, est-ce que nous sommes condamnés à revenir au samizdat d'une manière ou de l'autre? Est-ce que l'autocensure deviendra la norme et la vie intellectuelle se réfugiera-t-elle dans des oasis d'une manière ou de l'autre, peut-être même à l'abri du web pour éviter justement la tempête des réseaux sociaux? C'est inquiétant, mais effectivement, il ne peut pas y avoir de véritable vie intellectuelle et de véritable enseignement non plus dans un tel climat d'autocensure. Autrement dit, j'espère, j'ai un côté pessimiste, je me dis que elle va s'étendre, cette autocensure, parce que la censure va s'étendre, et à ce moment-là, je serais assez d'accord avec vous qu'on va se retrouver à être obligé de se créer des lieux de pensée libre en dehors probablement de la sphère Internet. En même temps, je crois qu'il faut continuer. On est un peu à un carrefour et il faut continuer, bien entendu, de se battre pour une véritable liberté d'expression dans tous les lieux, particulièrement dans les médias, mais également surtout peut-être encore plus dans les institutions d'enseignement, se battre pour une véritable liberté d'expression, une véritable liberté académique. Autrement dit, refuser l'autocensure, même si ça n'est pas évident et même si ça amène souvent des conflits et même s'il y a un certain prix à payer pour ne pas la pratiquer. Je dirais que vous en savez quelque chose, hein, bien entendu. Mais il faut fortement le faire, il faut affirmer le droit de tenir des propos qui peuvent déranger certains. Et justement, le propos haineux qui est d'ores et déjà condamné par les lois, c'est quelque chose qui doit fortement rester du propos, de l'expression de la haine, avec dans un cadre juridique, avec des balises qui doivent rester extrêmement strictes. La plupart des idées ne peuvent pas être haineuses en elles-mêmes, je pense.
Alors, je vous reviens sur cette question qui me semble absolument centrale. On parlait plutôt de la sensibilité qui aujourd'hui devient le critère pour poser une nouvelle censure. C'est-à-dire, je me sens insulté, quelle que soit votre intention lorsque vous parlez, si je le ressens à la manière d'une insulte, c'est une insulte. On entend le même discours lorsqu'on va parler, par exemple, du racisme. On va nous dire, peu importe ce que vous nous direz, vous du groupe dit majoritaire, ce n'est pas à vous à décider s'il s'agit d'une microagression, d'un acte raciste, d'un geste raciste. On le voit autour de la théorie du genre qu'on a évoquée plus tôt en disant que c'est en fonction du ressenti de l'individu qu'on doit identifier son genre et non pas en fonction de quelques référents traditionnels, disons ça comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que sur le plan social, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme d'absolutisation du ressenti? C'est-à-dire, si je me sens d'une manière ou de l'autre insulté ou quoi que ce soit, en fait, la société doit s'adapter à ce ressenti et elle doit enregistrer la perception que j'ai de moi-même. Et est-ce que dans cette logique, on n'entre pas dans une espèce de généralisation du blasphème? C'est-à-dire, si pour moi, on le voit pour les caricatures de Mahomet, vers lesquelles on reviendra, mais donc si on décide de faire des caricatures, eh bien, blasphème, mais est-ce que finalement, chaque groupe identitaire aujourd'hui ne produit pas sa propre définition du blasphème à partir de son propre ressenti? Tout à fait, oui. C'est même exactement ça. Je dirais que je parlais tout à l'heure d'individus qui se sentent blessés, mais ces individus évidemment se coalisent en groupe ou le sont déjà dans le cas des groupes religieux. Et oui, chacun réclame un genre de respect absolu de tout ce qu'il représente, le définit, etc. Alors je veux bien, moi le ressenti, je veux dire, comme la plupart des gens, je n'ai aucune envie d'aller blesser qui que ce soit ou insulter qui que ce soit. Mais il est clair que si on reste un petit peu attaché, ne serait-ce qu'un peu, à la rationalité, au débat public, au débat d'idées, etc., à la réflexion même personnelle, il est bien évident qu'on ne peut pas accepter ces espèces de diktats d'offensés perpétuels. Autrement dit, non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles sociales qui permettent de ne pas être offensé par quelque chose. Je dirais même que c'est tout à fait normal. On a tous des choses qui nous offensent dans le discours public ou dans la société ou dans le monde qui nous entoure. Et bien, ma foi, on fait avec, tout simplement. Mais le constat est là, c'est qu'on voudrait faire de cette absence d'offense une espèce de surdroit de l'individu. Ce qui, je pense, est une absurdité. Surtout que ça va s'étendre et si on le voit par exemple avec le religieux, tout est susceptible de devenir blessant et à ce moment-là on vit le fameux vivre ensemble qui est devenu un espèce de mot-clé aujourd'hui, eh bien on vivra pas longtemps ensemble si on se blesse les uns les autres et si on veut interdire au nom de ces blessures tous les propos qui nous dérangent. Alors, on a évoqué beaucoup le cas de l'Amérique du Nord. On y reviendra en fin d'entretien, mais je m'en voudrais de ne pas traverser mentalement l'Atlantique le temps d'une ou deux questions, parce que cette question de la liberté d'expression, de la nouvelle censure, s'est vécue de l'autre côté de l'Atlantique de manière autrement plus tranchante, sans mauvais jeu de mots. On l'a vu avec le sort réservé à Samuel Paty, qui avait présenter les caricatures de Charlie dans un cours pour montrer justement la capacité aujourd'hui de discuter librement à l'abri de toute orthodoxie, de tout dogme, de quelle caricature que ce soit, de toute croyance que ce soit. On a vu la place prise par la question des caricatures plus largement de Mahomet dans la vie publique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la question des caricatures de Mahomet est devenue, à tout le moins en Europe, la question test, en quelque sorte, la question autour de laquelle se joue la question de la liberté d'expression. Est-ce que cette question des caricatures, la querelle autour des caricatures, finalement, de Mahomet, est-ce que c'est aujourd'hui le critère qui permet de départager ceux qui tiennent à la liberté d'expression et ceux qui trouvent toujours une raison pour s'en détourner ou la diminuer? Ça en devient en tout cas le symbole, hein. On l'a vu autour du meurtre épouvantable de ce professeur français et des réactions, je nous ramène ici, mais des réactions en Amérique du Nord qui n'ont pas été, je dirais, à la hauteur de l'horreur de ce meurtre-là. Alors symboliquement, puisque c'est au moins
le deuxième assassinat, le premier ayant été massif, provoqué par ces fameuses caricatures, ça devient, oui, le symbole sanglant de ce où peut nous mener ce genre de censure. Alors, disons-le clairement, certains groupes, et en l'occurrence les islamistes, mais malheureusement ils sont loin d'être les seuls, veulent imposer, y compris par la violence, leurs idées à propos du blasphème, de la censure, etc. Et c'est bien entendu quelque chose qu'il faut fermement refuser, et plus que fermement qu'il faut combattre. De ce point de vue-là, symbole très très fort, effectivement, ces caricatures, puisque on a vu encore récemment des chefs d'État défendre l'idée que le blasphème devait être interdit, et donc d'une certaine manière s'immiscer dans ce qui fonde non pas seulement la culture française, mais finalement l'idéal européen des droits de l'homme, la liberté d'expression. De ce point de vue-là, c'est tout à fait central. Et effectivement, le choix, il est entre, d'une certaine manière, une démocratie où l'on accepte que on va débattre rationnellement des choses, y compris des choses qui nous opposent, et une espèce de régime qui serait plutôt théocratique, où d'emblée, il y a des sujets qui vont nous être imposés, dont on n'aura pas le droit de parler. Alors, si je peux me permettre, ce qui m'a particulièrement choqué par rapport à tout ça, c'était la réaction de Monsieur Justin Trudeau, qui clairement a choisi un camp, ce qui était un peu inquiétant pour nous ici. Alors, vous évoquez la réaction de Justin Trudeau. On pourrait évoquer aussi celle de François Legault, qui était, de ce point de vue, assez différente de celle de Justin Trudeau. Mais vous évoquez bien le contraste entre, d'un côté, la réaction française et celle du Canada. Est-ce qu'on peut dire, si on faisait une espèce de répartition des rôles, que les États-Unis, c'est le pays qui, à certains égards, c'est le pays qui engendre aujourd'hui ce politiquement correct qui étouffe. Le Canada, c'est celui qui le normalise sous un air à la fois utopiste et gestionnaire. Et la France, dans ce partage des rôles, est-ce qu'on peut dire que la France est aujourd'hui, en Occident, le terrain où se mène de la manière la plus vive la bataille de la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut dire que finalement, la France est non seulement le terrain de la bataille de la liberté d'expression, mais la nation qui y résiste le mieux aujourd'hui, à travers sa défense de la laïcité, à travers sa défense de la liberté de caricaturer? Est-ce que la France, aujourd'hui, malgré ses misères et par ses grandeurs, est-ce qu'elle représente aujourd'hui l'alternative, finalement, au politiquement correct nord-américain? Alors, je voudrais pas paraître trop francophile, puisque ça s'entend, je suis moi d'origine française, mais je crois qu'en tout cas aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années et même un peu plus, la France, c'est un champ de bataille, effectivement, et peut-être aussi un test pour l'Occident de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que de par ces traditions qui sont en raison de la Révolution française et depuis fort longtemps totalement lié, je dirais, à cet idéal des Lumières, dont fait partie, bien entendu, la liberté d'expression. C'est l'État qui est le plus irréductiblement attaché à une certaine forme républicaine, qui refuse le communautarisme, qu'il soit religieux ou ethnique ou racial, etc. Et donc, de ce point de vue-là, elle s'oppose frontalement à l'islamisme d'une part, mais aussi effectivement au monde anglo-saxon, qui a fait du communautarisme ethno-religieux un peu son image de marque, et qui est quelque chose qui, autant en Angleterre, au Canada qu'aux États-Unis, semble tout à fait naturel. Autrement dit, on appréhende l'individu avant tout par sa religion, son identité raciale, ethnique, religieuse, etc., alors que le républicanisme français est fondé sur l'idée d'universel, c'est-à-dire que ce n'est pas notre identité, la couleur de peau ou la religion qui nous définit, mais avant tout notre rapport, disons, à la raison et donc à la démocratie. Alors c'est deux formes extrêmement différentes, effectivement, de gestion du collectif, de gestion, pourrait-on dire, du vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, la France se voit malheureusement attaquée à la fois par des islamistes qui ont très bien compris que
s'ils arrivent à remettre en question cet idéal républicain, ils auront d'une certaine manière gagné, mais elle se voit aussi attaquée sur le flanc de ses alliés, je dirais, par le monde anglo-saxon, qui refuse obstinément la laïcité de type républicaine, alors on le voit très bien au Québec, et qui refuse également, ou du moins ne comprend pas ce rapport à l'individu qui ne passe pas par le communautarisme ethno-religieux. Alors le Québec devient également en Amérique du Nord ce champ de bataille d'une certaine façon, puisque on le voit très bien avec la loi 21 sur la laïcité, les enjeux sont les mêmes et les camps sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on oppose d'une part le communautarisme qui devrait pouvoir s'exprimer de part en part. Autrement dit, l'individu appartient avant tout à une ethnie, une race, une religion, et d'autre part, une idée qui est apparemment dominante au Québec, qui refuse justement ce communautarisme et qui conçoit l'individu d'une manière différente et plus autonome, d'une certaine façon. Alors, je vais nous faire retraverser l'Atlantique d'autant que vous nous y invitez. Vous avez évoqué plus tôt le fait qu'une certaine gauche aujourd'hui se sent probablement perplexe devant les mutations idéologiques présentes. C'est-à-dire, il y a peu de temps encore, la gauche se croyait attachée à la laïcité, à la liberté d'expression, à toute une série de principes qu'on associe à l'idéal des Lumières. Il y aurait bien des nuances à faire à travers ça, parce qu'il y a toujours eu une gauche plus musclée, disons ça comme ça. Mais disons qu'une partie de la gauche aujourd'hui se sent devenir étrangère à son propre camp. On l'a évoqué, aujourd'hui au nom du multiculturalisme, de l'abolition de la différence entre les sexes, d'un refus de la laïcité, d'un refus même de la liberté d'expression, une certaine gauche se trouve aliénée par rapport à son propre camp. Pourriez-vous nous décrire, puisque je crois que vous y appartenez, l'état d'esprit, appelons ça, de cette ancienne gauche, de cette vieille gauche, qui se sent aujourd'hui peut-être expulsée de son camp, qui se sent larguée par son camp? Est-ce qu'elle se sent refoulée à droite, déportée à droite? Est-ce qu'elle se dit il faut qu'on se batte pour l'âme de la gauche? Est-ce qu'elle veut larguer le clivage gauche-droite? Je pose la question parce que ce clivage gauche-droite, moi, me hante et m'intrigue toujours. Je constate que plusieurs s'y accrochent néanmoins. Donc, vous qui êtes de cette ancienne gauche, comment vous situez-vous dans ce nouveau clivage gauche-droite, si vous y tenez, autour de la question de la liberté d'expression? Alors, je dirais un peu comme tout ce que vous avez dit, dans le fond. C'est-à-dire à la fois rejeter, à la fois à vouloir redéfinir les termes, etc. Bon, en tout cas, je vous parlerai pas de moi, mais c'est clair que oui, il y a une rupture à gauche qui est une rupture fondamentale au niveau du point de vue des idées, qui est aussi, et ça c'est plus embêtant, une rupture générationnelle. D'une certaine façon, on s'en rend compte quand on aborde ces questions-là. Alors ceci dit, on finit, en tout cas, je finis par remettre un peu en question effectivement ce clivage gauche-droite, parce que cette vieille gauche à laquelle j'appartiens, comme vous dites, elle s'enracinait avant tout dans des idées. Alors disons une gauche qui à la fois refusait l'aspect révolutionnaire, stalinien, totalitaire, etc., mais refusait également d'une certaine façon le capitalisme, et qui donc s'attachait à un idéal des Lumières qui évidemment pouvait être modernisé, autrement dit à des idéaux tels que la social-démocratie, et pour le reste une démocratie le plus large possible et le plus, comment je dirais ça, qui offrirait aux individus le plus d'opportunités d'épanouissement possible. Or, ce qu'on voit aujourd'hui à gauche, c'est une remise en question absolue de tous ces idéaux-là, au nom d'idées qui, traditionnellement, étaient plutôt des idées que j'identifierais à des idées d'extrême droite. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'individu qu'on identifie à sa communauté avant de lui donner une individualité autonome, dans les années 30, c'était clairement une idée qui flirtait avec le fascisme. Alors, de voir réapparaître, mais à gauche, ce même genre de conception de l'humain et de l'humanité,
avec le même assortiment de refus de la liberté d'expression, voire de refus, dans certains cas, de l'égalité devant la loi, etc., en réclamant des droits particuliers, par exemple, pour les musulmans, enfin une sorte d'application dans le droit civil de la charia ou des choses comme ça. On a l'impression je parlais de tête à queue de l'histoire, alors là c'est vraiment un virage à 90 degrés, et on a l'impression que des idées qui étaient tout à fait rejetées au nom de l'universalisme, reviennent sous couleur à la fois de gauche et d'un certain postmodernisme et d'une évolution au début du XXIe siècle du libéralisme lui-même, réapparaissent donc dans le débat public. Alors, j'aurais tendance à dire, peu importe l'opposition gauche-droite, mais par contre, il faut, je crois, en tout cas, c'est ma conviction la plus profonde, se battre contre ces idées-là. Qu'elles aient été d'extrême droite, qu'elles soient aujourd'hui d'extrême gauche, m'importe finalement assez peu, mais il faut les combattre résolument parce que ce n'est pas, je crois, la conception de l'humanité qui nous mènera vers un monde meilleur, tout simplement. À un moment donné, on revient un peu aux fondamentaux. Je crois que c'est en débattant, en défendant des idées, en se respectant les uns les autres, ce qui implique de ne pas réclamer la censure de qui que ce soit, que l'on arrivera à construire quelque chose de mieux. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais me permettre une dernière question. Vous l'avez dit, vous êtes assez pessimiste. La situation début 2021 commence. Manifestement, de telles querelles vont se multiplier. Elles ne cesseront pas. Elles vont continuer de définir la vie universitaire, la vie médiatique, la vie dans le milieu de l'édition. Solzhenitsyn a une belle formule lorsqu'il s'inquiète du sort de l'Occident et parle du déclin du courage. Est-ce que vous pourriez dire que ce qui manque au camp de la liberté d'expression en ce moment, c'est justement un certain courage? Est-ce que pour tenir tête à cette censure nouvelle, la part manquante, c'est le courage? Et par ailleurs, je devine que en appeler au courage ne suffit pas. Quels sont les autres éléments qui pourraient nous permettre de tenir tête à cette censure nouvelle, qui nous permettrait de restaurer les droits, du libre examen de tous les dogmes, de toutes les doctrines, et de tenir tête aux différents censeurs, quels que soient les étendards qu'ils peuvent brandir? Oui, genre je dirais que le courage, effectivement, alors est important, et ce n'est pas en plus un courage exceptionnel qu'on attend des intellectuels, des enseignants, etc. Je crois que c'est la lâcheté aujourd'hui qui nous enfonce. C'est-à-dire que si, par exemple, les professeurs de l'université d'Ottawa avaient été non pas quelques dizaines, mais je sais pas combien ils sont, mais j'allais dire une centaine, mettons, à s'élever contre la censure de leurs collègues, il est clair que le débat aurait été profondément différent. Alors que certains soient d'accord avec cette censure, je veux bien le croire, mais je crois surtout que plusieurs se sont tus par peur de paraître ou de se voir identifié à un camp ou à un autre. Alors il faut se débarrasser avant tout de la lâcheté. Le courage, après, en réalité, on ne risque pas grand-chose. Si du moins les gens ne se retrouvent pas seuls à affronter la vague déferlante des réseaux sociaux, voire les décisions de leurs administrations. Autrement dit, ce n'est pas tant faire preuve d'un courage insigne dont on n'a pas vraiment besoin, en tout cas pas encore, mais je crois que c'est plutôt de ne pas avoir peur, de ne pas céder perpétuellement à la peur d'être mal jugé, etc. Si on croit un tant soit peu à la liberté d'expression, on doit croire à la nécessité d'exprimer ses propres idées, même si elles déplaisent à quelqu'un. Alors pour la liberté d'expression, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, ça m'empêche pas effectivement d'être pessimiste, parce qu'on a l'impression d'assister à un genre de rouleau compresseur qui lamine petit à petit la liberté, et soit par une certaine lâcheté que l'on peut quand même comprendre, parce que plus on va avancer dans ce climat de censure, plus le prix à payer sera élevé pour défendre des idées qui peuvent déplaire. Donc une certaine lâcheté, mais aussi une forme de lassitude, c'est-à-dire que
on est confronté à un mouvement qui est assez étrange, qui ne répond jamais aux contre-arguments qu'on veut lui opposer, mais qui s'impose comme ça, sans jamais se justifier, avec un appui assez évident de certaines instances gouvernementales, institutionnelles, etc. Alors je crois surtout que on va à un moment donné, en tout cas les gens qui défendent la liberté d'expression risquent de passer à autre chose, un peu désespérés, un peu las de se battre contre des moulins qui ne répliquent jamais mais qui continuent en revanche à tourner. Alors, sur ces propos inquiets mais lucides, Patrick Moreau, je vous remercie d'avoir ouvert ce premier épisode des Idées mènent le monde en 2021. Merci infiniment et une bonne année à vous. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite également une très bonne année. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.